Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale radio communautaire, notre dossier du jour sera consacré au Togo. Quel modèle économique pour soutenir les radios privées? Eh bien, nous en parlerons. Au sommaire également, les évêques catholiques congolais recommandent le retour de Moïse Katumbi en homme libre, qualifiant de mascarade sa condamnation en justice. Et puis c'est un pas vers la paix. Les deux principaux protagonistes de la crise libyenne se sont mis d'accord ce 2 mai sur la nécessité de mettre fin aux violences dans le sud du pays. Avec nous sur ce plateau pour en parler plusieurs invités. Karine Oriot, bonsoir. Bonsoir Gardiela. Vous êtes journaliste, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Avec nous également monsieur Charles Vabé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur de Presse Opinion et également expert en communication. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Et sans oublier notre éditorialiste Malika Cher. Bonsoir Malika. Bonsoir Gardiela et bonsoir à tous ceux qui nous accueillent chez eux. Alors avant de nous intéresser à l'info du jour, flash spécial sur Africa 24, nous venons d'apprendre le décès de l'ancien président mauritanien Eli Ould Mohamed Vall. Il aurait vraisemblablement succombé à un malaise cardiaque alors qu'il se trouvait à Tiri, un village au nord de la Mauritanie. Il était âgé de 64 ans. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Karine, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'homme ? On peut retenir que c'est l'Afrique, en tout cas le monde, perd un homme politique exceptionnel. Il me semble qu'il n'a fait qu'un seul mandat. Il a été président de l'Union africaine. En tout cas, il laisse un très beau souvenir. Et puis surtout, mes pensées vont vers le peuple mauritanien et puis sa famille, surtout. Malik, qu'est-ce qui vous a marqué chez le président Vall ? Quand on voit un peu sa vie, c'est un engagement désintéressé pour son pays et pour la préservation de la stabilité de son pays. Alors bien sûr, il y a eu des critiques après l'avènement du coup d'État contre Ould Taya, de l'ancien président Ould Taya, mais la situation en Mauritanie était instable à la fin, vers la fin du mandat de Ould Taya. Donc on a vu finalement que l'avènement d'un nouveau régime grâce au président Mohamed Ould Vall a permis la stabilisation et l'ouverture un peu plus du pays à la démocratie. Et cet engagement désintéressé, on le voit parce qu'il n'est pas resté longtemps, il n'est resté que 2 ans maximum à la tête du pays. Il a permis cette ouverture parce qu'il est venu, il rétablit une situation de stabilité et il dit je m'en vais. Ce qui est très rare dans nos pays africains. On a vu à plusieurs reprises que ceux qui prennent le pouvoir ont du mal à partir et à laisser une situation saine. Et je pense qu'il a essayé d'avoir cet esprit d'ouverture et puis par la suite il a été très impliqué dans la médiation de plusieurs conflits sur le continent et on doit être redevable de cela. C'est une action qui est tout à fait louable. Monsieur Vabé. Je pense que je rejoins parfaitement sa pensée. C'est un grand président qui est venu, qui est reparti dans de très bonnes conditions. Mais malheureusement, vous savez, les bonnes personnes, en fin de compte, ne durent pas assez longtemps sur la terre, surtout lorsqu'ils posent, par exemple, des bons actes. Je lui rends quand même un très grand hommage, il faut le dire, et je souhaite quand même que toute la Mauritanie, en fin de compte, suive aussi mon regard et le regarde aussi d'un bon œil, c'est tout. Tout ce que je peux dire. Toute l'équipe d'Africa 24 qui présente au peuple mauritanien ses condoléances. Place à présent à l'info du jour. Une mascarade, c'est ainsi qu'a été qualifiée la condamnation en justice de Moïse Katumbi par les évêques catholiques congolais. Ces derniers demandent au président Joseph Kabila de lever la décision d'arrestation qui pèse sur lui. Des déclarations qui suscitent la polémique. Les détails avec Marcel Faba-Marona. Dans un rapport confidentiel transmis au président congolais Joseph Kabila, les évêques catholiques réunis au sein de la CENCO, Conférence nationale épiscopale du Congo, ont demandé l'arrêt des poursuites judiciaires contre Moïse Katumbi. Envoyé depuis le 29 mars dernier, ce rapport a été établi à l'issue d'une enquête menée par la CENCO alors qu'elle conduisait la médiation entre pouvoir et opposition. Celle-ci avait abouti le 31 décembre 2016 à un accord de sortie de crise né du maintien du pouvoir de Joseph Kabila au-delà du 20 décembre, date de l'expiration de son mandat.
La Senco plaide pour le retrait immédiat de la décision d'arrestation de Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle, et son retour en homme libre afin qu'il exerce ses droits civils et politiques. Les actes et pièces pour lesquels M. Katumbi est mis en cause sont fabriqués dans le seul but de l'inviter au procès et de le condamner. Tout laisse croire que le procès collé à Moïse Katumbi est plutôt un règlement de compte purement politique. Toujours selon le rapport transmis par la Senco au président Kabila, en dehors des délégués de la majorité, tous les signataires de l'accord du 31 décembre 2016 ont chargé les évêques de recueillir des informations. Celles-ci permettraient d'obtenir la liberté pour les opposants Katumbi et Jean-Claude Mouyambo en vue d'apaiser les tensions au sein de l'espace politique en République démocratique du Congo. La majorité présidentielle n'a pas de commentaires à faire sur un rapport qui ne lui est pas défini, dont elle n'est pas informée, et qui plus est un secret, un rapport secret remis au chef de l'État. Mais néanmoins, nous sommes en droit de nous interroger sur les intentions réelles de ceux qui ont organisé cette fuite. Ancien gouverneur de la province du Katanga et ancien membre du PPRD, le parti au pouvoir, Moïse Katumbi avait été condamné à 3 ans de prison pour spoliation d'immeubles appartenant à un citoyen grec. Il doit aussi comparaître devant la justice pour l'affaire dite des mercenaires. Alors Karine, que pensez-vous des conclusions de la Senco qui parle de complot politique contre Moïse Katumbi? Alors c'est une première, on est quand même dans un état de droit. Bon, ce qui se passe en République démocratique du Congo, on observe tous, on est tous inquiets, on ne comprend pas ce que fait le président Kabila, là, qui est une intervention de l'Église catholique. C'est assez marrant finalement, parce qu'on se dit que si elle vient pour faire régner la paix, c'est très très bien. Est-ce que ça va faire avancer les choses? On attend pour voir. Malik, finalement, quelle est la crédibilité ou le véritable poids de cette Église catholique lorsqu'on sait que le pouvoir, en tout cas, l'a en quelque sorte disqualifié? Alors, il l'a disqualifié, mais il n'était pas contre son implication dans la médiation lors de la crise. Vous savez justement, c'est après la médiation que finalement le pouvoir congolais accuse la Senco d'être partiale. C'est étrange. Et la disqualifie. C'est étrange parce que je pense que la Senco a été un temps, je dirais, amené à justement apaiser les esprits. Et puis dès lors que la Senco rend un avis défavorable face à la majorité présidentielle, celle du président Kabila, se rétracte sur elle-même et ne veut pas l'entendre. Je pense que Joseph Kabila n'est pas encore prêt pour avoir un autre adversaire. La Senco, parce que là, alors on peut dire que la Senco n'a plus finalement d'impartialité, parce que là, elle s'engage un peu contre la majorité présidentielle. On avait une Senco qui était plutôt médiane et qui essayait d'avoir un esprit de rassemblement, qui essayait, de par son autorité religieuse, de par, je dirais, sa confiance que lui requiert la population, essayer effectivement d'être un peu au-dessus de la mêlée. Et là, on voit finalement qu'elle rentre dans la brèche un peu contre la majorité présidentielle. On verra bien ce que va décider la majorité présidentielle face à la Senco, mais j'ai bien peur que cette prise de position va accentuer les tensions. Que la Senco se mette définitivement à dos le parti au pouvoir. Lorsqu'on sait, Monsieur Wabé, que ce n'est pas la première fois, Malik l'a dit, la Senco a récemment critiqué la nomination du nouveau Premier ministre en déclarant qu'elle n'était pas conforme à l'accord de la Saint-Sylvestre. Qu'en pensez-vous du positionnement justement de cette Église catholique? Moi, en fin de compte, je vais plutôt regarder le côté purement pardon. C'est quand même très important. Lorsque les religieux se mettent par exemple dans une affaire purement politique, essayons de voir plutôt ce côté pardon. Ils essaient franchement d'élever par exemple le débat très haut. Ils essaient franchement de mettre bas la terre, c'est-à-dire en fin de compte balayer franchement tout ce qui est clivage purement politique, de redonner par exemple une nouvelle image je dirais quand même au pays. Ce qu'on voit, c'est qu'on a tendance à mal comprendre, par exemple, le dossier. On voit, par exemple, Moïse qui arrive, par exemple, sur le territoire, parce qu'il est congolais, il faut le rappeler quand même, et sponsorisé, bien sûr, par Kabila, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est son ami qui l'a aidé à prendre, par exemple, peut-être le pouvoir, entre parenthèses, à Kananga, et ce dernier, en fin de compte, se retourne contre lui. Bon, il faut voir quand même l'intérêt supérieur de la nation, lorsque, par exemple, je dirais quand même les prêtres et tout ça demandent pardon. Il est quand même très important que ce Moïse qui se balade par exemple sur tous les plateaux de télévision en train de prêcher, par exemple, je dirais quand même,
une parole qui n'est pas trop évangélique. Il est quand même très important que ce dernier rentre au pays pour qu'on essaye de voir son poids politique, qu'est-ce qui pèse réellement, et qu'il essaye quand même de convaincre, par exemple, l'électorat de son pays. C'est quand même très important. Et puis bon, je vais dire quand même que l'image quand même que le Congo présente aujourd'hui est quand même une très bonne image, surtout l'image des pasteurs, des prêtres. C'est quand même très bien. Alors, Karine, vous n'avez pas l'air d'accord du tout. Non, mais parce que monsieur, en fait, parle de l'image des pasteurs et des prêtres et tout ça. Il y a encore, très récemment, on a vu un document scandaleux sur ce qui se passe au sein de l'Église catholique. Je pense que ne confondons pas tout. Ce qui se passe aujourd'hui, si ça peut permettre, effectivement, d'aboutir à une élection qui soit une élection démocratique pour le peuple congolais, je le souhaite, que ce soit l'Église ou une autre puissance, une autre institution qui interviennent. Mais il ne faut pas regarder non plus l'Église catholique avec une vision idéaliste quand on sait tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils peuvent en tout cas protéger. Se mêler de la politique, j'émets quelques réserves. Justement, j'ai une question à ce sujet très rapidement. Malik, quelques groupements congolais accusent cette Synco de s'être transformée limite en parti politique. Est-ce que vous partagez ce ressenti ? Un peu. C'est le risque que vient d'évoquer Karine, c'est justement le fait que la religion, ou du moins les structures, les institutions religieuses rentrent dans le champ politique, alors que finalement on essaie de séparer un peu tout ça et de laisser la politique aux politiciens. Alors nous sommes dans des pays, vous savez, qui sont particuliers. Nous sommes dans des pays où il y a une ferveur, où il y a une liberté de conscience, où la population est très attachée aux faits religieux, mais ça ne veut pas dire qu'on doit légitimer tout. Et je pense que si on ajoute un autre acteur qu'est l'Église catholique dans le débat présidentiel, je pense que ça va envenimer davantage les choses. Donc laissons la politique aux politiciens, je pense. Merci Malik. Dans l'actualité également, après plus d'un an de blocage politique, les deux principaux protagonistes libyens ont opéré un rapprochement en s'accordant sur la nécessité de sortir le pays du chaos. Il s'agit toutefois d'un accord de principe qui ne trace pas un plan de route et qui ne donne pas de détails sur les modalités de son application. Je vous propose de regarder ensemble ce sujet de Sharon Kamara. On en parle juste après. La même rencontre aura été la bonne. Après une première tentative d'accord en janvier 2016, les deux principaux leaders de la Libye se sont rencontrés à Abu Dhabi ce 2 mai afin de signer un accord de paix. Le chef du gouvernement d'union nationale, soutenu par l'ONU, Fayez al-Sarraj, et l'homme fort de l'Est de la Libye, qui contrôle les ressources pétrolières, Khalifa Haftar, ont réussi à s'entendre sur un accord de principe. Même s'il s'agit d'une grande avancée vers une réconciliation nationale, les modalités de cet accord restent à définir. Nous nous sommes mis d'accord avec le maréchal Haftar afin de mettre en place une stratégie pour former une armée libyenne unifiée sous une autorité civile. 6 ans après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye est plongée dans une crise qui touche l'économie, la politique et la sécurité nationale. En 2015, un accord visant la création d'un gouvernement d'union nationale avait été mis en place sous l'égide de l'ONU. Celui-ci avait conduit à la désignation de Fayez al-Sarraj à la tête du pays, une nomination que le maréchal Khalifa Haftar a toujours contestée. Basé dans l'est du pays, le maréchal dirige les forces armées de la région ainsi que ses principales ressources pétrolières. Le général ou le maréchal Haftar, parce qu'il s'est donné ce titre depuis moins plus de 2 à 3 ans, a de l'influence sur une partie de la Libye. C'est très difficile puisqu'il y a aussi des pressions extérieures. Et donc le gouvernement Sarraj, peut-être avec ce rapprochement de Haftar, aura peut-être plus de force, plus de légitimité pour pouvoir donc appliquer cet accord qui a été salué par l'ensemble de la communauté internationale, c'est-à-dire les accords politiques du Srerat. Depuis son arrivée au pouvoir en mars 2016, le gouvernement d'union nationale n'a toujours pas réussi à imposer son autorité sur l'ensemble du pays. L'Est reste dirigé par les forces armées du maréchal Khalifa Haftar et l'influence des frères musulmans ne cesse de grandir sur le territoire. Ce nouvel accord vise à trouver un terrain d'entente entre tous ces protagonistes et parvenir cette fois-ci à un véritable plan de sortie de crise. Monsieur Wabé, quelle lecture faites-vous de l'évolution de la situation en Libye ? Bon, d'abord, dans un premier temps, ce que je pourrais dire, c'est qu'après la chute de Kadhafi, il y a eu une transition qui s'est passée en 2012, je crois bien, qui s'est bien passée, je crois, avec des gens qui étaient ouverts à tout le monde. Cette transition n'a pas duré longtemps parce que de 2013, en 2014, on a vu qu'il y avait un autre groupe, franchement, qui s'est positionné. Un groupe qui s'est positionné. Et ce groupe a décidé de prendre, je crois bien, les devants des choses, simplement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé, je crois bien, d'organiser à leur manière, par exemple,
de s'attraper différents territoires en quelque sorte. Il y a eu quand même des polémiques qui sont passées. Ben, c'est pour vous dire que franchement le dossier libyen est tellement compliqué qu'aujourd'hui qu'on a du mal franchement à régler. Bon, c'est vrai que là c'est devant l'ONU. C'est vraiment un peu compliqué ce dossier-là. Franchement, c'est pas vraiment facile à... Alors, Karine, l'accord d'Abu Dhabi prévoit que le Conseil présidentiel soit désormais présidé par 3 personnalités, dont le Premier ministre et donc du coup le maréchal Haftar. Est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir cohabiter? Ça fait 1 an qu'ils essayent en tout cas d'aboutir à une sortie de crise, mais on n'a pas bon espoir. C'est un peu dommage, c'est ce que je disais tout à l'heure en off, c'est que ce pays-là, depuis 2011, depuis la chute effectivement de Kadhafi, c'est le chaos, quoi. Et c'est dommage. Pour les populations surtout, parce qu'ils ne se mettent pas d'accord, ils ne communiquent pas. On sait qu'ils se sont vus à huis clos, mais on n'a pas d'idée de ce qu'ils se sont dit. Donc on ne sait pas. Alors, Malik, cet accord, c'est un pas, les observateurs s'accordent à le dire, mais il y a encore beaucoup de freins. Il y a beaucoup de freins. On parlait de la transition il y a peu de temps sur ce plateau. La transition a été très mal menée dès le début. Pourquoi? Parce qu'on a laissé aux milices le pouvoir de contrôle sur la population. On n'a pas d'armée finalement en Libye. Dès lors qu'il y a eu cette transition politique après 2011, 2012 et 2013, 2014, lors de ces 3 années, le gouvernement qui a été chargé justement d'assurer la sécurité ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait ce gouvernement? Il a laissé les milices justement protéger ou soi-disant assurer la sécurité en Libye. Et c'était un chantage en vérité. Ce legs aux milices, ce pouvoir laissé aux milices, ça a fait quoi? Ça a développé les groupes terroristes et notamment Al-Qaïda et ce qu'on appelle faussement l'État islamique et qui s'est justement propagé en Libye. Alors on se trouve sur une situation bloquée parce que Faiz al-Serraj qui a été nommé il n'y a pas longtemps après les accords de Sreerat et le général Haftar qui un jour revient, un jour repart et un jour revient pour assurer la sécurité de la Libye de sa façon, et ben on a 2 Libyens qui se confrontent, 2 armées. Et une instabilité terrible, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan politique. Du fait de cette instabilité première depuis la transition, on est amené à constater que les Libyens n'ont pas réussi à s'unir. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ne peut pas ne pas négocier avec le général Haftar. Pourquoi? Parce qu'il possède tout l'est de la Libye et notamment le croissant pétrolier. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, et lui, il le possède. Et d'un côté, on a Faiz al-Serraj qui a cette légitimité internationale parce qu'il a été reconnu par l'ONU. Et ces 2 personnes sont amenées à s'entendre. Et elles sont les premières responsables finalement de cette situation. Et c'est à elles de convenir d'un pacte, un partage de pouvoir. Je ne sais pas, ça se fait dans les coulisses, mais il le faut. On aura ces 2 acteurs de premier plan. Il faut rappeler que les partisans de l'ancien régime veulent eux aussi prendre part au dialogue, Karine, ce qui risque de compliquer davantage la situation. Complètement, mais comme il l'a bien souligné, il y a 2 personnes qui doivent décider. Ces deux personnes doivent décider d'un projet politique, social, d'une vraie réconciliation. C'est une lourde tâche. Je ne sais pas si elles vont réussir à le faire, en tout cas. Et rapidement, le problème aussi pour le cas libyen, c'est qu'on a la multiplicité des acteurs extérieurs qui interviennent. Un jour c'est le Maroc, un jour c'est l'Algérie, un jour c'est l'Égypte, un jour c'est les Émirats arabes unis. Et il y a beaucoup d'intérêts étrangers. Il y a beaucoup d'intérêts étrangers et je pense que la responsabilité première de l'OTAN n'a pas été finalement exposée. Et la première responsabilité, c'est les acteurs occidentaux qui sont intervenus d'une façon chaotique en Libye et de manière illégale, je le dis bien, parce qu'on pense souvent que c'est sous le mandat de l'ONU, mais en vérité, ils ont été plus loin que la résolution onusienne en justement bombardant certains points de la Libye. Donc il faut absolument trouver une issue politique pour permettre la viabilisation d'un État, parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas un État, vous avez 3 États. Merci pour toutes ces précisions, Malik. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.